L'air était lourd ce jour-là, saturé de l'odeur du vieux bois et d'une tension si palpable qu'elle me donnait mal au ventre. Je me tenais devant le conseil, l'unique humaine parmi eux, le cœur battant à tout rompre sous ma chemise un peu trop raide. Marie Corvin, c'est mon nom. Et je me suis retrouvé là, à l'épicentre d'un pouvoir ancien, à décider du sort de royaumes invisibles. Comment? Comment j'en suis arrivé là, vous demandez? C'est une longue histoire, croyez-moi. Ça a commencé il y a quelques mois seulement, mais ça semble une vie entière. Une vie bouleversée, arrachée à ses racines, jetée dans un tourbillon. Je me souviens de la pluie, elle ne tombait pas, elle frappait. Elle cognait contre le pare-brise de ma vieille Jeep, la Corinne, transformant les routes sinueuses de la forêt de Brocéliande en un ruban gris et flou. Mes phalanges étaient blanches sur le volant. Marie, secouriste animalière agréée, habituée aux nuits blanches et aux urgences. Mais cette nuit-là, non, cette nuit-là, c'était différent. La pression atmosphérique était écrasante, lourde, chargée d'une électricité statique qui hérissait les poils sur mes bras. J'ai pris le virage près du ruisseau noir et c'est là que mes phares l'ont attrapé. Une masse de fourrure sombre, immobile, au milieu de l'asphalte mouillé. Merde, j'ai soufflé, pilant sur les freins. La Jeep a glissé sur les feuilles mortes avant de s'arrêter à quelques centimètres du corps. N'importe qui d'autre, n'importe quel autre habitant de Brocéliande aurait continué sa route. Les loups, ici c'était monnaie courante, et c'était surtout dangereux. Mais je ne suis pas n'importe qui. J'ai saisi ma lampe torche surpuissante et le sac médical toujours à portée de main, et j'ai ouvert la porte m'aventurant dans le déluge. La bête était immense, au moins le double de la taille des loups que je soignais habituellement. Sa fourrure noire comme la nuit sans étoiles était maculée de boue et de sang. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas sa taille, ni même ses blessures. C'était l'objet qui dépassait de son flanc. Ce n'était pas une branche, ce n'était pas un débris, c'était une lance. Le manche, en ébène poli, était sombre et lisse, mais la pointe, enfoncée profondément dans la cage thoracique de l'animal, luisait étrangement, même dans l'obscurité. Qui diable chasse avec une lance au 21e siècle? Je me posais la question, l'esprit embrouillé par la surprise et une pointe d'effroi. Le loup a laissé échapper un gémissement bas, rocailleux, un son qui m'a transpercé. Je me suis agenouillé, l'eau froide imbibant mes jeans instantanément. « Hé, mon grand, » j'ai murmuré, ma voix légèrement tremblante. « Je ne te ferai pas de mal. » J'ai tendu la main pour chercher son pouls. Mes doigts sont à peine effleurés sa fourrure épaisse que ses yeux se sont ouverts. Ce n'était pas l'ambre jaune d'un animal sauvage. Ils étaient d'un bleu électrique perçant, intelligent, agonisant et étrangement terrifiant de ce qu'ils avaient d'humain. Il a essayé de me mordre, un grognement guttural roulant profondément dans sa poitrine, mais il était trop faible. Sa tête est retombée lourdement sur l'asphalte avec un bruit mouillé. « Tu es en train de mourir », j'ai constaté, ma formation clinique prenant le dessus sur ma peur grandissante. « Et tu es beaucoup trop lourd pour que je te soulève. » Je n'avais pas le choix. J'ai reculé la Jeep, ouvert le haillon et sorti la civière en toile épaisse que j'utilisais pour les sœurs blessées. Il m'a fallu chaque once de ma force, m'aidant du poids de mon corps sur la route glissante, pour rouler la bête massive sur la toile et le hisser à l'arrière. La route jusqu'à ma cabane isolée, qui servait aussi de sanctuaire animalier Corvin, a été un flou total. À l'intérieur de mon garage stérile transformé en clinique, j'ai hissé le loup sur la table d'examen en métal. Sous les lumières fluorescentes crues, les dégâts étaient horribles. La lance avait manqué le cœur de quelques centimètres, mais elle avait perforé un poumon. « Je dois l'enlever », ai-je dit à l'animal inconscient, attrapant une paire de pinces chirurgicales et d'une bouteille d'antiseptique de haute qualité. « Ça va faire un mal de chien. » J'ai agrippé le manche d'ébène. J'ai compté jusqu'à 3. Avec un bruit de succion répugnant, j'ai arraché l'arme. Du sang, sombre et épais, a jailli de la blessure.
J'ai immédiatement pressé une gaz épaisse sur le trou, appliquant tout le poids de mon corps pour stopper l'hémorragie. « Reste avec moi », ai-je ordonné. « Ne meurs pas sur ma table, pas après tout ça. » J'ai travaillé pendant une bonne heure, suturant les muscles et la peau, posant une ligne intraveineuse et administrant les antibiotiques les plus puissants de mon armoire. Quand je me suis finalement reculé, essuyant la sueur et le sang de mon front, j'ai jeté un œil à la lance posée dans le plateau métallique. Je l'ai ramassée, examinant la pointe. Ce n'était pas de l'acier. C'était doux, lourd et d'un argent brillant. De l'argent pur, gravé de runes que je ne reconnaissais pas. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Les chasseurs n'utilisaient pas de lance en argent. L'argent, c'était pour les mythes. L'argent, c'était pour les légendes. J'ai regardé le loup. Il respirait régulièrement maintenant, un mouvement rythmique de sa poitrine massive. J'ai éteint les lumières principales, ne laissant que la lampe de sécurité allumée. J'ai verrouillé la lourde porte en acier de la clinique, chose que je faisais rarement, et je suis allé dans la maison principale pour me laver les mains du sang. Tandis que l'eau rouge s'écoulait dans l'évier, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'avoir invité quelque chose d'ancien et de dangereux chez moi. J'ai regardé par la fenêtre vers la clinique. À travers la vitre striée de pluie, j'ai vu la silhouette du loup sur la table. Et puis, la silhouette a changé. Le bruit m'a réveillé. Ce n'était pas le tonnerre. C'était le son distinct de verre brisé venant de la cuisine. Je me suis redressé d'un coup sur mon canapé du salon. L'horloge numérique affichait 3h17 du matin. J'étais tombé, endormi tout habillé, une batte de baseball posée contre la table basse, une habitude prise depuis que je vivais seul dans les bois. J'ai saisi la batte, mon cœur tambourinant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Le loup. Je l'avais laissé sous sédatif dans la clinique. La clinique était reliée à la cuisine par un couloir. Je me suis déplacé silencieusement, mes pieds nus ne faisant aucun bruit sur le parquet. La tempête était passée, laissant derrière elle un silence lourd, suffocant. J'ai atteint l'embrasure de la cuisine et levé la batte, prête à frapper un coyote ou un ours qui aurait pu s'introduire. Et je me suis figé. Ce n'était pas un ours, debout près de mon réfrigérateur ouvert, éclairé uniquement par la lumière fantomatique de la porte ouverte de l'appareil, se tenait un homme. Il était massif, bien plus d'1,90 m, avec des épaules larges qui s'affinaient vers une taille mince. Il était complètement nu. J'ai haleté, le son s'échappant avant que je ne puisse l'arrêter. L'homme s'est retourné avec une vitesse prédatrice. J'ai reculé, levant la batte défensivement. Mais l'homme n'a pas attaqué. Il a agrippé le bord du comptoir en granit, ses phalanges blanches, l'air de vouloir s'effondrer. « Qui êtes-vous » j'ai crié, essayant de paraître plus autoritaire que je ne me sentais. « Comment êtes-vous entré ici? Où est le loup? » L'homme a levé les yeux et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Ses yeux, ils étaient du même bleu électrique. Le loup, sa voix était rauque, éraillée, comme s'il avait avalé du verre brisé. Il a grimacé, serrant son flanc. Là, sur son flanc gauche, se trouvait une cicatrice fraîche et rouge. Ce n'était pas une incision chirurgicale. C'était une plaie perforante partiellement guérie, exactement là où j'avais suturé le loup quelques heures plus tôt. J'ai légèrement baissé la batte, mon esprit tourbillonnant. « Vous, c'est vous. » L'homme a ignoré ma phrase. Il tremblait, la sueur perlait sur son front. « De l'eau » a-t-il murmuré d'une voix éteinte. Mes instincts de guérisseuse ont relégué la peur au second plan. Je me suis dirigé vers l'évier, ai rempli un verre d'eau et l'ai fait glisser sur le comptoir de l'îlot vers lui. Il l'a bu d'une seule gorgée, l'eau coulant sur son menton et sa poitrine nue. Il s'est appuyé lourdement contre le frigo, sa respiration saccadée. « L'argent » a-t-il murmuré, regardant sa blessure. « Il est encore dans le sang. Il empêche la régénération. » Régénération? J'ai fait un pas de plus, gardant l'îlot entre nous. « Écoutez, monsieur, je ne sais pas quel genre de drogue vous prenez,
Mais je vous ai recousu. Vous devriez être à l'hôpital, pas debout dans ma cuisine nue. Il m'a regardé, puis vraiment regardé. Son regard était intense, m'évaluant comme une menace, une ressource ou une proie. Vous avez retiré la lance? Oui. Vous avez touché la pointe? Oui, oui, avec vos mains nues? Je portais des gants, mais oui, pourquoi? Il a laissé échapper un rire sombre et humoristique qui s'est transformé en tout. Alors, ils peuvent vous traquer aussi. Qui, ai-je demandé? Qui peut me traquer? Antoine, a-t-il craché le nom comme une malédiction? Et l'escadron de la mort qu'il a envoyé pour mettre ma tête sur une pique. L'homme s'est poussé du comptoir, trébuchant vers la porte arrière. Attendez, vous ne pouvez pas partir, ai-je protesté, me déplaçant pour bloquer son chemin. Vous avez perdu beaucoup de sang. Vos poings vont lâcher. Si je reste, vous mourrez, a-t-il grogné. Il a fait un autre pas, mais ses jambes ont cédé. Il s'est effondré au sol, poids mort. Je me suis précipité à ses côtés. Sa peau brûlait, rayonnant de chaleur comme une fournaise. Il était en choc septique, ou l'équivalent loup-garou de ça, je suppose. J'ai saisi son visage, le forçant à me regarder. « Hé, restez éveillé. Comment vous appelez-vous? » Ses yeux ont papilloté, les iris bleus s'assombrissant. Il a agrippé mon poignet, sa prise incroyablement forte, même dans son état affaibli. « Julien », a-t-il murmuré. Le nom portait un poids d'autorité qui a fait paraître la cuisine plus petite. « Mon nom est Julien Vin, et si vous tenez à votre vie, femme, vous irez chercher une arme. »« Je n'ai pas d'arme, » ai-je dit frénétiquement. « Alors courez » a haleté Julien, sa tête retombant en arrière. « Parce qu'ils sont là. » Dehors, à travers le silence de la nuit, est venu le bruit de pneus crépitant sur le gravier. Des portes lourdes ont claqué. J'ai regardé par la fenêtre. 3 faisceaux de lampes tactiques ont transpercé l'obscurité de ma cour. J'ai regardé l'étranger inconscient et nu sur le sol de ma cuisine. Je pouvais m'enfuir par la porte arrière. Le laisser à eux, ce serait la chose intelligente à faire. La chose sûre. J'ai juré entre mes dents. J'ai attrapé Julien par les bras et j'ai commencé à le traîner vers la trappe du sous-sol cachée sous le tapis du couloir. « Vous feriez mieux d'en valoir la peine, Julien Vin » ai-je grommelé, le tirant dans l'obscurité juste au moment où un poing lourd frappait ma porte d'entrée. Le tambourinage à la porte n'était pas une demande. C'était une exigence. Le cadre en bois de la cabane a tremblé à chaque coup, envoyant des poussières danser dans la faible lumière du couloir. J'ai lissé mes cheveux, mes mains tremblant de façon incontrôlable. Je les ai glissés dans les poches de mon cardigan trop grand pour cacher les secousses. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'odeur métallique persistante du sang et la morsure chimique piquante de l'eau de Javel que j'avais frénétiquement versée sur le sol de la cuisine quelques instants auparavant. « J'arrive !» ai-je crié, ma voix se brisant légèrement. J'ai éclairci ma gorge et j'ai réessayé. Une nuance d'agacement parfaite cette fois. J'arrive. Patience. J'ai déverrouillé le pêne et j'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer l'entrée avec mon corps. 3 hommes se tenaient sur mon porche. La pluie avait cessé, laissant l'air nocturne lourd d'humidité. L'homme au centre était clairement le chef. Il était mince, avec une cicatrice déchiquetée traversant son sourcil gauche et des cheveux coupés courts. Il portait un gilet tactique sombre sur une chemise thermique grise. Mais c'était sa façon de se tenir qui m'a terrifié. Il se tenait comme lui, comme Julien, toujours prédateur et vibrant d'une violence potentielle. « Problème de voiture ?» ai-je demandé, croisant les bras, essayant de paraître nonchalante. Le chef n'a pas oscillé. Il a inspiré profondément, ses narines s'évasant. Il ne sentait pas la pluie. Il me sentait ça, j'en étais sûr. « Nous recherchons un fugitif », a dit l'homme. Sa voix était douce, trompeusement polie. Blessé, dangereux. Nous l'avons traqué jusqu'à ce secteur. Je n'ai vu personne, ai-je menti. J'étais une bonne menteuse.
Il fallait l'être quand on avait affaire à des chasseurs agressifs qui tentaient de braconner sur les terres du sanctuaire. J'ai dormi pendant 3 heures. L'homme a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Vraiment? Parce que le capot de cette Jeep là-bas est encore chaud et je vois des traces de pneus fraîches dans la boue. Mon cœur a tambouriné contre mes côtes. Je suis sorti vérifier le périmètre. J'ai entendu des coups de feu. Les braconniers travaillent généralement la nuit. Ai-je dit, plissant les yeux vers eux, essayant de retourner la situation. Est-ce que vous braconnez sur mes terres? L'homme a ri sombrement. Il a fait un pas en avant, envahissant mon espace personnel. J'ai refusé de broncher. Mon nom est Pierre, a-t-il dit, et nous ne sommes pas des braconniers. Nous sommes le contrôle animalier. Un très grand loup, très enragé, a été aperçu dans la région. Il a attaqué un randonneur à des kilomètres. Nous devons fouiller les lieux pour votre sécurité, madame. J'ai une licence pour le sanctuaire. Ai-je rétorqué, la tête haute. Et je connais la loi. Vous avez besoin d'un mandat pour entrer chez moi. Pierre s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux clignotant un jaune momentanément surnaturel. Nous n'avons pas besoin de mandat. Nous sommes la loi ici. Il m'a bousculé. Je n'étais pas préparé, j'ai trébuché en arrière, regardant impuissante les 3 hommes traverser mon salon. Leurs bottes boueuses ont laissé des traces de saleté sur mon parquet. « Vérifiez l'arrière », a ordonné Pierre aux 2 autres. Je l'ai suivi dans la cuisine. C'était ça. C'était là que j'allais mourir. L'odeur d'eau de Javel était forte, mais en dessous, le parfum cuivré du sang de Julien était encore faible. Pierre s'est arrêté à l'îlot de la cuisine. Il a passé un doigt le long du comptoir en granit. Il a baissé les yeux sur le sol, juste à l'endroit où Julien s'était effondré. « Vous utilisez beaucoup d'eau de Javel, mademoiselle Corvin. »« Marie Corvin, » ai-je dit, ma voix stable malgré la nausée qui me montait à l'estomac. « Et oui, je soigne la gale, la maladie de Carré et le parvovirus ici. Je désinfecte tout. À moins que vous ne vouliez attraper un parasite, je vous suggère de ne toucher à rien. » Pierre s'est tourné vers moi, son expression illisible. Il a marché lentement vers le couloir, vers le tapis. La trappe du sous-sol était vieille, le bois craquait. S'il marchait dessus, il saurait qu'elle était creuse. Mes yeux ont furtivement cherché le comptoir. Une bouteille d'ammoniac à haute concentration, que j'utilisais pour nettoyer les cages, y était posée. Pierre a fait un pas vers le tapis. 1. Il s'est arrêté, reniflant à nouveau l'air. 2. Il y a une odeur ici, a murmuré Pierre. Loup, mais bizarre, différent. Il a fait un autre pas. Sa botte était à quelques centimètres du bord du tapis personne qui cachait la porte. Cling! J'ai balayé le comptoir de mon bras, faisant tomber la bouteille en verre d'ammoniac sur le sol. Elle s'est brisée, envoyant un nuage de fumée aigre et lacrymogène dans l'air. Oh mon Dieu! J'ai toussé, agitant mes mains devant mon visage, feignant la maladresse. Je suis tellement désolé. Je suis tellement maladroite quand je suis fatigué. L'odeur a été instantanée et accablante. Pierre a reculé, couvrant son nez et sa bouche, toussant violemment. La brûlure chimique aiguë a oblitéré toute autre odeur dans la pièce. « Nom d'une pipe, bam! » a grogné Pierre, reculant du couloir. « Je vais chercher une serpillière, ai-je haleté, mes yeux pleurant pour de vrai maintenant. Les 2 autres hommes sont revenus des chambres. « Arrière clair, Pierre, rien qu'un chat terrifié. » Pierre m'a regardé avec fureur, ses yeux larmoyants à cause de l'ammoniac. Il a jeté un dernier regard au tapis, puis à moi. Le moment s'est étiré, comme un élastique tiré jusqu'à son point de rupture. « Si vous voyez le loup, a dit Pierre, sa voix basse et dangereuse, ne l'aidez pas, ne le nourrissez pas, appelez-nous. Si nous découvrons que vous avez hébergé un fugitif, » il a laissé la menace en suspens. Il a sorti une carte de son gilet et l'a fait claquer sur la table. Elle était vierge, à l'exception d'un numéro de téléphone. « Allons-y », a aboyé Pierre. Les 3 hommes ont quitté la maison.
J'ai verrouillé la porte derrière eux et j'ai fait glisser le peigne. Je n'ai pas bougé. Je suis resté dos à la porte, écoutant. J'ai entendu leur moteur démarrer, le crissement du gravier, et finalement le son s'estomper du véhicule descendant la route de montagne. J'ai attendu encore 5 bonnes minutes. Ce n'est qu'alors que je me suis précipité dans la cuisine, enjambant le verre brisé et la flaque d'ammoniac, et que j'ai écarté le tapis. J'ai tiré la trappe. « Julien! » L'obscurité m'a répondu. « Julien, vous êtes en vie? » Un gémissement bas et douloureux a résonné du bas de l'escalier. « C'est sûr pour l'instant? » ai-je chuchoté. « Mais vous devez vous lever. Je ne peux pas vous sortir de là. » Une pause, puis le bruit d'un mouvement. Une respiration lourde et laborieuse. Une main a agrippé le bord de la trappe. Julien s'est hissé. Il semblait pire qu'avant. Sa peau était pâle, couverte de sueur, et il tremblait violemment. La serviette que je lui avais mise au sous-sol était tombée, le laissant de nouveau nu. Mais aucun de nous ne se souciait de la pudeur maintenant. Il s'est effondré sur le sol de la cuisine, évitant l'ammoniac et le verre. « Ce sont les gardes de l'ombre », a râlé Julien, ses yeux se fermant. L'élite d'Antoine. Je me suis agenouillé à ses côtés, vérifiant sa température. Il était encore plus brûlant. Ils ont dit que vous étiez enragé. Ils ont dit que vous étiez un fugitif. Julien a ouvert les yeux. Le bleu était faible, voilé de gris. Il a tendu la main et a attrapé la mienne. Sa peau était brûlante. « Je suis le roi », a-t-il murmuré, les mots portant une étrange puissance vibrante qui m'a fait claquer des dents. « Et vous, Marie Corvan, vous venez de déclarer la guerre à l'usurpateur en me sauvant. » Non, j'ai regardé l'homme qui se vidait de son sang sur mon sol, puis la fenêtre où l'obscurité pressait contre la vitre. « Eh bien, » ai-je dit, ma voix tremblante mais résolue, « je n'ai jamais aimé les tyrans. » 2 heures plus tard, la dynamique de la cabane était passée d'une urgence médicale à une salle de guerre. J'avais réussi à installer Julien sur le canapé du salon. Je lui avais mis un pantalon de survêtement gris et une chemise en flanelle qui avait appartenu à mon ex-petit ami, Mark. Mark était un joueur de football américain, un grand gaillard. Mais les vêtements étaient serrés sur Julien, tendus aux épaules et aux cuisses. Julien était assis droit, dévorant son 4e steak. Il mangeait avec une fourchette et un couteau, ses mouvements précis et aristocratiques, malgré la faim qui lui lacérait clairement l'estomac. Je m'étais assise dans le fauteuil, en face de lui, une tasse de café à la main. Je l'observais, fasciné et terrifié. « Alors, » ai-je dit, brisant le silence qui était lourd, « que je comprenne bien, vous êtes un loup-garou. » Julien a avalé un morceau de viande, ses yeux rencontrant les miens. « Un changeur. Nous ne nous transformons pas à la pleine lune. Nous nous transformons quand nous le voulons. » « D'accord, un changeur. Et vous êtes le roi. » « Le roi Alpha, » a corrigé Julien. « Du territoire de l'Ouest, il s'étend du Massif central à l'Atlantique. Et le gars avec la cicatrice, Pierre. »« Le lieutenant de mon frère, » a dit Julien, son expression s'assombrissant. « Antoine, mon frère cadet, il a convoité le trône depuis que nous étions chiots. Je n'aurais jamais pensé qu'il passerait à l'acte. Il a attendu le sommet, jusqu'à ce que je sois séparé de ma garde personnelle. Il a posé l'assiette, la porcelaine tintant bruyamment dans la pièce silencieuse. La lance, elle était empoisonnée à l'aconie et entremêlée d'argent. Elle aurait dû me tuer instantanément. Mon loup, il l'a combattu assez longtemps pour que j'atteigne la route. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté? » ai-je demandé, intrigué malgré tout. « Pourquoi ma route? » Julien m'a regardé. Pour la première fois, son regard n'était pas calculateur ou autoritaire. Il était doux. « Je n'ai pas choisi la route. Mon loup vous a choisi, Marie. » J'ai froncé les sourcils. « Moi? Je ne suis personne. »« Vous êtes une guérisseuse, » a dit Julien. Il s'est penché en avant, grimaçant légèrement car le mouvement tirait sur ses points de suture. « Et vous sentez la pluie et la sauge. » J'ai cligné des yeux. « J'utilise du shampoing à la sauge. » Non, Julien a secoué la tête.
C'est votre odeur d'âme. C'est pourquoi Pierre était confus. Mon odeur est partout sur vous maintenant, masquant la vôtre. Mais en dessous, il a senti quelque chose. Il a senti que vous n'êtes pas seulement une humaine. Hola, stop! J'ai levé une main. Je suis 100% humaine. Je fais des check-ups. J'ai un dentiste. Je paye mes impôts. Vous avez l'étincelle, a insisté Julien. Elle est latente, mais elle est là. C'est pourquoi vous avez pu retirer la lance. Un humain normal touchant autant d'argent enchanté aurait subi des brûlures. Vous, non. J'ai regardé mes mains. Elles étaient intactes. Je me suis souvenu du métal froid, du bourdonnement d'énergie que j'avais ressenti. J'avais supposé que c'était de l'électricité statique. Nous discuterons de votre héritage plus tard, a dit Julien, se levant. Il a chancelé, agrippant l'accoudoir pour se soutenir. Nous ne pouvons pas rester ici. Pierre n'est pas un imbécile. Il reviendra. Il vérifiera les dossiers. Il découvrira que vous avez des fournitures médicales. Il reviendra pour incendier cette maison avec nous à l'intérieur. Je me suis levé, la panique fluttering dans ma poitrine. L'incendier, c'est la cabane de mon grand-père. Tout ce que je possède est ici. Les choses matérielles peuvent être remplacées, a dit Julien, sa voix dure. La vie, non. Vous avez sauvé le roi, Marie. Selon nos lois, vous êtes maintenant sous ma protection. Mais je ne peux pas vous protéger si nous sommes morts. Où allons-nous? Ai-je demandé, me dirigeant vers le placard pour attraper mon sac d'urgence. Je l'avais préparé pour les feux de forêt, pas pour les guerres de loup-garou, mais il devrait faire l'affaire. Il y a une maison sûre, a dit Julien. Dans la ville, Marseille. Mon réseau là-bas est souterrain. Antoine contrôle les meutes rurales, mais les meutes de la ville restent neutres. Marseille est à 3 heures d'ici, et je dis. Par ce temps, nous n'avons pas le choix. J'ai attrapé mes clés. Prenez le sac, je prendrai la Jeep. La descente de la montagne a été éprouvante. Le brouillard était épais comme du coton, réduisant la visibilité à 0. Je conduisais de mémoire, naviguant dans les virages en épingle à cheveux du col du Ruisseau Noir. Julien était assis sur le siège passager, les yeux fermés, la tête reposant contre la vitre. Il transpirait à nouveau. « Vous ne guérissez pas », ai-je noté, lui jetant un coup d'œil. « Le poison », a murmuré Julien sans ouvrir les yeux. « Il persiste. J'ai besoin de l'orchidée du voile. » La quoi? Une fleur rare. Elle pousse en haute altitude. Elle neutralise la toxicité de l'argent. Je suis botaniste, Julien, ai-je dit, agrippant le volant. Je connais toutes les plantes de cette forêt. L'orchidée du voile n'est pas un nom scientifique. Elle est bleue, a dit Julien, sa voix s'estompant, lumineuse. Pousse près des cascades. Étoile bleue rampante, ai-je deviné. Non, ça c'est une plante couvre-sol. Attendez, orchidée fantôme? Non, ça c'est en Floride. J'ai réfléchi intensément. Il y a une fleur bleue qui pousse près des cascades d'écho. On l'appelle la lanterne du mineur parce qu'elle brille faiblement. Les yeux de Julien se sont ouverts. Menez-moi là-bas. C'est dans la direction opposée à Marseille, ai-je protesté. C'est au cœur de la forêt. Si Pierre nous suit, si je n'obtiens pas l'antidote, a dit Julien, se tournant pour me regarder, son visage gris et émacié. Je serai mort avant que nous atteignions l'autoroute. L'argent atteint mon cœur. J'ai juré. J'ai pilé sur les freins, la Jeep dérapant sur l'asphalte mouillé, et j'ai tourné le volant. J'ai fait demi-tour, remontant la montagne, loin de la sécurité et dans les bois profonds. Si nous mourons, ai-je marmonné, je vais vous tuer. Julien a laissé échapper un faible rire. C'est juste. Ils ont roulé pendant 20 minutes jusqu'à ce que la route se termine en sentier. La pluie avait recommencé, plus douce cette fois. Il faut marcher, et je dis, il y a un demi-kilomètre de marche jusqu'aux chutes. Julien a hoché la tête. Il a ouvert la porte et est tombé. Il s'est rattrapé, grognant de frustration. J'étais là en 1 seconde,
son bras autour de mes épaules. Appuyez-vous sur moi, ai-je dit. Je vous tiens. Ensemble, nous nous sommes aventurés dans la forêt sombre. Les arbres nous dominaient, de vieilles sentinelles. Le bruit de la cascade grondait au loin. J'ai utilisé ma lampe torche pour nous guider. Le chemin était boueux et dangereux. 2 fois, Julien a glissé, nous entraînant tous les deux dans la boue. 2 fois, nous nous sommes relevés et avons continué à avancer. Nous avons atteint la clairière. Les cascades d'écho se jetaient dans un bassin noir. Et là, poussant sur les rochers moussus près des éclaboussures, se trouvait une touffe de petites fleurs bleues électriques. « C'est ça? » ai-je demandé, haletante. « Oui, » a soufflé Julien. Il s'est effondré à genoux. J'ai grimpé sur les rochers humides, arrachant une poignée de fleurs de la terre. Je suis retourné en courant vers lui. « Mangez-les, » a ordonné Julien. « Mâchez-les en une pâte, puis pressez-la sur la blessure. »« Vous voulez quoi? »« Non, vous, mangez-les. »« Ça doit être mélangé avec de la salive, » a craché Julien, les dents serrées. « Endyme, s'il vous plaît. Marie, s'il vous plaît. » J'ai hésité une fraction de seconde, puis j'ai enfoncé les fleurs dans ma bouche. Elles avaient un goût amer, de cuivre et de terre. J'ai mâché frénétiquement, ignorant l'envie de vomir jusqu'à ce qu'elles soient une pulpe. J'ai craché la pâte bleue dans ma main et j'ai arraché le bandage du flanc de Julien. La blessure était noire maintenant. Des veines de poison sombre s'étendaient sur ses côtes comme une toile d'araignée. J'ai appliqué la pâte sur la plaie. Julien a crié. Ce n'était pas un cri humain. C'était un rugissement qui a secoué les arbres. Un son d'agonie pure et non dilué. Son dos s'est cambré, ses muscles se contractant. « Je suis désolé, ai-je crié, pressant plus fort alors qu'il se débattait. Soudain, Julien est devenu rigide. Il s'est affaissé en avant, sa tête reposant sur mon épaule. Il haletait lourdement. « Ça marche, » a-t-il murmuré. La brûlure, elle recule. J'ai enroulé mes bras autour de lui, le soutenant. Dieu merci. Clac. Le bruit d'une brindille qui se brise a été assez fort pour être un coup de feu dans la clairière silencieuse. Je me suis figé. Julien s'est tendu contre moi. « Eh bien, » a ricané une voix de l'obscurité. « N'est-ce pas romantique? » J'ai braqué ma lampe torche vers la lisière des arbres. Debout là n'était pas Pierre, mais un autre homme du trio. Il tenait un arc à poulie, la corde tendue. La flèche était pointée directement sur ma poitrine. « Pierre s'est dit que vous essayeriez de le soigner, » a dit le chasseur. Il nous a envoyé vérifier les sites magiques connus. On dirait que nous avons décroché le gros lot. « Courez, » a murmuré Julien. « Non, » ai-je dit. « Marie, bougez. » J'ai dit non. Je me suis levé, protégeant Julien de mon corps. « Si vous me tirez dessus, vous ne les trouverez jamais. » J'ai cherché un mensonge à la hâte. « La clé USB? La clé USB? » Le chasseur a froncé les sourcils. « Quelle clé? »« Celle que Julien m'a donnée, » ai-je bluffé, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. « Avec la liste de tous les traîtres, je l'ai enterré. Vous me tuez, vous ne l'obtenez jamais. Et la garde du roi publie les copies automatiquement. » Le chasseur a hésité. La pointe de la flèche a vacillé légèrement. Cette seconde d'hésitation a été tout ce dont Julien avait besoin. Il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas complètement transformé. Il s'est projeté de ses genoux. C'était un flou de mouvement trop rapide pour l'œil humain. Un instant, Julien était au sol. L'instant d'après, il était une traînée d'ombre. Le chasseur a décoché la flèche. Elle a sifflé près de mon oreille, coupant quelques mèches de mes cheveux. Julien est entré en collision avec l'homme. Il y a eu un craquement humide, un gargouillement, puis le silence. J'ai pointé la lumière. Le chasseur était au sol. Julien se tenait au-dessus de lui. Ses mains s'étaient allongées en griffes, dégoulinant de pourpre. Ses yeux brillaient d'un bleu néon éclatant dans l'obscurité. Il n'haletait plus. Il avait l'air énergisé, létal et terrifiant. Il s'est tourné vers moi. Du sang maculait son menton. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'attaquer.
La bête était proche de la surface. Puis Julien a cligné des yeux. Les griffes se sont rétractées. Il s'est essuyé la bouche du revers de la main. « Vous avez menti », a dit Julien, sa voix rauque. « Il n'y a pas de clé USB. J'ai improvisé. » ai-je dit, ma voix tremblante. Julien a marché vers moi. Il s'est arrêté à quelques centimètres, me dominant de sa taille. Il a tendu la main, sa main sanglante planant près de mon visage, puis a doucement glissé la mèche de cheveux coupée derrière mon oreille. « Vous êtes téméraire, a-t-il dit doucement, et folle et courageuse. » Il a regardé le corps sans vie, puis la Jeep. « Pierre entendra l'absence de rapport bientôt, » a dit Julien. « Nous avons 1 heure pour disparaître. » « La Jeep est trop visible, ai-je dit, mon esprit s'emballant. « Nous avons besoin d'une autre voiture. »« Je connais un endroit, » a dit Julien. « Il y a une casse à 5 kilomètres à l'est. Le propriétaire me doit une faveur. »« Alors allons-y, » ai-je dit. Je me suis retourné pour reprendre le chemin, mais Julien m'a attrapé le bras. « Marie, » j'ai regardé en arrière. « Une fois que nous quitterons cette forêt, » a-t-il dit, son visage grave. « Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous faites partie de ma meute maintenant. Mes ennemis sont vos ennemis. Cette vie, elle ne sera plus jamais normale. » J'ai regardé l'homme qui venait de déchirer une gorge pour me sauver. J'ai regardé les bois sombres qui avaient été ma maison pendant des années, maintenant souillés par la violence. Ma vie était ennuyeuse de toute façon, ai-je dit. Julien a souri. C'était un vrai sourire cette fois, dangereux et charmant. « Allons voler une voiture, » a dit le roi Alpha. « Moment, ici je dois faire une petite pause. » Tout ça, cette histoire de roi loup, d'empoisonnement à l'argent, de fuite dans les bois et de traître, c'était d'une absurdité totale. Je veux dire, ma vie avant ça, c'était de sauver des hérissons et des oiseaux avec une aile cassée. J'étais Marie Corvin, la dame aux animaux de Brocéliande. Et d'un coup, je me retrouve à négocier avec des rois et des assassins, à faire des road trips avec un homme nu qui se transforme en loup géant. Sérieusement, dans ma tête, il y avait cette petite voix qui hurlait « Marie, c'est un rêve, tu as dû manger un truc périmé. » Mais en même temps, chaque sensation, chaque battement de mon cœur paniqué, chaque décision que je prenais sur le vif, c'était d'une réalité effrayante. Je n'arrivais pas à concilier la Marie pragmatique et un peu solitaire avec cette héroïne malgré elle. J'étais juste une femme qui aidait les animaux, et d'un coup, j'étais impliqué dans une guerre de succession. C'était trop grand, trop fou. Mais en même temps, quelque part, ça me maintenait en vie, l'adrénaline pompait. C'est ça le truc avec l'extraordinaire, ça défie toute logique. Mais bon, fallait bien que ça continue, non? On n'arrête pas un train en marche, surtout quand il est lancé par un shifter royal. Et surtout quand la police des loups vous cherche, c'est bon, on peut reprendre. Le véhicule que Julien avait récupéré de la casse était une véritable bête de machine. Un vieux 4x4, je ne sais plus la marque, peint d'un gris mat qui le rendait presque invisible sur l'asphalte humide de l'autoroute. Il sentait l'huile de vidange et le chien mouillé. Ironique compte tenu du passager, mais le chauffage fonctionnait et le moteur vrombissait d'un grondement rassurant. Je conduisais. Je roulais depuis 3 heures sans m'arrêter, mes yeux brûlants à cause de l'éblouissement des phares venant en sens inverse sur la I-5 glissante de pluie. Nous avions contourné les grandes villes, serpentant par des chemins de traverse jusqu'à l'autoroute, nous fondant dans le flot des camionneurs longue distance et des voyageurs nocturnes. À côté de moi, Julien était agité. La pâte avait extrait le pire du poison, mais il était toujours pâle. Il était assis, la tête en arrière, observant les essuie-glaces aller et venir, sa main glissant occasionnellement vers le pistolet qu'il avait glissé dans la ceinture de son pantalon de survêtement. Un Glock 19 qu'il avait emprunté au propriétaire de la casse. « Vous déviez, » a dit Julien, sa voix basse. « Ça va, » ai-je répondu sèchement, serrant la poignée du volant. J'ai fait des nuits blanches avant,
Essayez de nourrir à la main une portée de ratons laveurs toutes les 2 heures pendant une semaine. Garez-vous, Marie. Nous devons mettre de la distance entre nous et... Il n'a pas crié, mais l'ordre dans sa voix était absolu. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre d'alpha. Votre rythme cardiaque a ralenti. Votre clignement des yeux a augmenté. Vous êtes épuisé. Une conductrice morte ne me sert à rien. Garez-vous. J'ai serré les dents, mais j'ai vu l'enseigne néon d'un motel clignoter devant nous, l'auberge de l'Étoile filante. Ça avait l'air du genre d'endroit où les rêves venaient de mourir, mais c'était juste à côté de la sortie principale, niché derrière un restaurant ouvert 24h24. J'ai garé le 4x4 sur le parking fissuré. D'accord, mais si on se fait assassiner dans notre sommeil, je vous entrerai. Julien a ri. Marché conclu. Je suis allé seul dans le hall, payant la chambre en espèces. Le réceptionniste de nuit, un adolescent avec des écouteurs autour du cou et des cicatrices d'acné, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Chambre 12, à l'arrière. La machine à glaçons est en panne. J'ai pris la clé. J'ai conduit le 4x4 autour du bâtiment, le garant le nez vers la sortie pour une fuite rapide. Nous sommes entrés dans la chambre. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Des lambris des années 70, un tapis qui semblait collant et l'odeur de cigarette éventée masquée par un désodorisant citron bon marché. Et bien sûr, il n'y avait qu'un seul lit. Un matelas queen size avec un couvre-lit floral douteux s'affaissait au milieu de la pièce. J'ai figé dans l'embrasure de la porte, serrant mon sac d'urgence. Vous plaisantez. Julien a boité à côté de moi, fermant la porte à clé et engageant la chaîne. Il a jeté un coup d'œil au lit, puis à moi. Je prendrai le sol. Ne soyez pas stupide. J'ai soupiré, laissant tomber mon sac sur la table bancale. C'est vous qui avez un trou dans le flanc. Prenez le lit. Je prendrai la chaise. Je suis un loup, Marie. Je peux dormir sur des rochers. Vous êtes une humaine fragile. Fragile? Je me suis tourné vers lui, le stress de la nuit débordant enfin. J'ai traîné vos 90 kilos hors de la route. Je vous ai recousu. J'ai empoisonné un tueur à gages. Je ne suis pas fragile. Julien m'a regardé fixement. La lumière néon de l'enseigne extérieure bourdonnait, projetant des ombres rouges intermittentes sur son visage. La tension dans la pièce a changé. Ce n'était plus de la peur. C'était quelque chose de plus lourd, de plus chaud. « Non » a murmuré Julien, s'approchant. « Vous ne l'êtes pas. » Il a tendu la main, ses doigts s'effleurant ma joue. Sa peau était de nouveau brûlante. « Vous avez de la fièvre, » ai-je dit, ma voix s'adoucissant malgré moi. « Le poison n'est pas parti, n'est-ce pas? » Il se bat, admit Julien. L'aconie est persistant. J'ai besoin de repos pour le métaboliser. Alors montez au lit, Julien. Je ne vais pas me disputer avec vous. Il a enlevé sa chemise. La vue de son torse m'a fait détourner le regard. Ce n'étaient pas seulement les muscles, bien qu'ils soient sculptés comme une statue de marbre. C'étaient des cicatrices, des dizaines d'entre elles. Des brûlures d'argent, des marques de griffes, des blessures par balles, une carte de violence écrite sur sa peau. Il s'est allongé sur le côté gauche du lit, gémissant alors que son dos touchait le matelas. Je suis allé dans la salle de bain, me suis lavé le visage à l'eau froide et me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air ravagé, de la boue dans les cheveux, du sang sur ma chemise, les yeux grands ouverts et hantés. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Tu es secouriste animalière. Tu sauves des écureuils. Tu ne fuis pas avec des rois alpha. Je suis revenu dans la pièce. Julien dormait déjà ou était inconscient. Il tremblait. La pièce était glaciale. L'unité de chauffage sous la fenêtre cliquetait mais ne soufflait qu'un air tiède. J'ai regardé le fauteuil. Il était taché et semblait avoir des punaises de lit. J'ai regardé le lit. Il y avait beaucoup d'espace. Strictement pour la survie, me suis-je murmuré. J'ai éteint la lampe et je me suis glissé dans le lit, restant sur le bord le plus éloigné, le dos tourné vers lui. 10 minutes se sont écoulées.
J'ai frissonné, me recroquevillant en boule. Derrière moi, Julien a laissé échapper un son bas et angoissé. Il se débattait légèrement. « Froid !» a-t-il marmonné dans son sommeil. « Si froid !» Je me suis retourné. Il tremblait violemment maintenant, ses dents claquant. Son métabolisme de loup essayait de brûler la toxine, mais cela consommait toute sa chaleur corporelle. J'ai pris une décision. Je me suis rapproché. J'ai passé mon bras autour de sa taille et j'ai pressé ma poitrine contre son dos. Le contact a été électrique. Même à travers la flanelle, il était brûlant. Julien s'est raidi une seconde, puis s'est détendu. Il a cessé de trembler. Instinctivement, il s'est retourné, me tirant contre lui. Son bras lourd s'est drapé sur moi, son visage enfouissant dans le creux de mon cou. Il a inspiré profondément, sentant mon odeur. Mia, a-t-il respiré, endormi. Mon cœur battait à un rythme effréné. J'étais là, complètement éveillé, écoutant la pluie marteler le toit, tenu dans les bras d'un monstre qui se sentait plus en sécurité que n'importe qui j'ai jamais connu. Le matin est arrivé trop tôt, apportant avec lui une lumière grise, délavée, et le bruit des camions rétrogradant sur l'autoroute. Nous avons quitté le motel sans un mot sur l'arrangement de sommeil, bien que l'air entre nous soit chargé d'une nouvelle conscience tacite. Julien semblait plus fort. La couleur était revenue sur son visage, et ses mouvements étaient redevenus fluides. Nous avons atteint Marseille en milieu de matinée. La ville était un labyrinthe d'acier et de verre, drapé dans sa bruine caractéristique. Une angoisse m'a serré la gorge alors que la ligne d'horizon se dessinait. Les bois étaient dangereux, mais je les comprenais. La ville était un autre genre de jungle. « Où allons-nous » ai-je demandé, naviguant dans le trafic dense du quartier industriel du Viaduc. « Le quai Neuf » a dirigé Julien. « Chercher un entrepôt marqué logistique Dubois. »« Dubois? Arthur Dubois » ai-je demandé le regardant. « Le magnat du transport maritime. Vous le connaissez? » Tout le monde dans le sud-est le connaît. Il fait des dons au sanctuaire. Parfois, il fait un grand numéro d'éco-guerrier. Julien a ricané. Arthur est un homme d'affaires. Il transporte des marchandises. Une partie est légale. La plupart ne l'est pas, mais c'est un vieil ami. Il me doit la vie. Ils ont trouvé l'entrepôt. C'était une immense structure en acier ondulée assise directement sur l'eau. Des grues planaient au-dessus comme des squelettes métalliques. Julien a demandé à Marie de garer le 4x4 derrière une pile de conteneurs maritimes. « Restez près de moi, ne parlez que si on vous parle. »« Je ne suis pas un chien, Julien. »« Non, vous êtes une cible. » Ils se sont approchés de l'entrée latérale. Une caméra est bourdonnée, se concentrant sur eux. Un buzzer est retenti et la lourde porte en acier a cliqué, s'ouvrant. À l'intérieur, l'entrepôt était une caverne d'ombre et de caisses. L'odeur d'eau salée et de diesel était accablante. Au centre de l'espace ouvert, un petit module de bureau était surélevé sur une plateforme. Un homme est descendu les escaliers métalliques pour les rencontrer. Arthur Dubois était un homme petit et rond, dans un costume marine impeccablement taillé. Il avait un crâne chauve qui brillait sous les lumières fluorescentes et un sourire qui montrait trop de dents. « Julien » a tonné Arthur, ouvrant les bras. « Mon Dieu, regardez-vous. On dirait que vous avez fait 12 rounds avec une batteuse. »« Presque » a dit Julien, serrant l'avant-bras d'Arthur dans une salutation de guerrier. « J'ai besoin d'un moyen de sortir, Arthur. Un bateau en direction du nord, vers l'Écosse. De là, je peux rallier les meutes du nord. » Arthur a hoché la tête, le visage solennel. « Bien sûr, tout pour le roi. Et qui est cette charmante créature? » Il a posé son regard sur moi. Ses yeux se sont attardés une seconde de trop. « Marie Corvin, » a dit Julien sèchement, « elle est sous ma protection. »« Corvin, » a médité Arthur. « Ah oui, la fille aux oiseaux. Je crois que je vous ai envoyé un chèque le Noël dernier. »« Réhabilitation de la faune, » ai-je corrigé, me rapprochant de Julien. Je n'aimais pas Arthur, mon estomac se tordait. Ce n'était pas seulement son charme visqueux, c'était l'odeur. Sous le parfum coûteux et le diesel de l'entrepôt,
Elle y avait une faible odeur métallique, une odeur d'huile à canon fraîchement appliquée. Montez, montez. Arthur les a conduites vers les escaliers. Prenons un verre. Un bateau part dans 2 heures. Le coup de vent du nord. Vous pouvez être dessus. Ils ont monté les escaliers métalliques. Le bureau était luxueux avec des canapés en cuir et une vue sur le plancher de l'entrepôt. Arthur a versé 3 verres de liquide ambré d'une carafe en cristal. « À la survie !» a trinqué Arthur. Julien a levé le verre. « Ne buvez pas, ai-je dit. » Le silence qui a suivi a été absolu. Le sourire d'Arthur s'est figé. Julien a baissé lentement le verre, me regardant. « Marie ?» a demandé Julien, sa voix prudente. « Il transpire, ai-je dit, fixant Arthur, et son rythme cardiaque est visible dans sa veine jugulaire. Et je sens de la poudre à canon. Pas sur lui, mais derrière cette porte. » J'ai pointé la porte du bureau intérieur. Le visage d'Arthur s'est durci. Le jovial marchand a disparu, remplacé par un calculateur froid. « Vous avez amené un capteur », a craché Arthur, regardant Julien. « Vous ne m'avez pas dit quel était un capteur. »« Je ne savais pas », a dit Julien doucement. Il a laissé tomber le verre. Il ne s'est pas brisé sur le tapis. Il a rebondi avec un bruit sourd. « Je suis désolé, Julien », a dit Arthur, reculant vers son bureau. « Les affaires évoluent. Antoine m'a offert les droits de transport exclusifs pour toute la côte ouest. Pas de taxes, pas d'inspection. Vous faites appliquer les règles. Antoine offre la liberté. »« Antoine offre le chaos », a grogné Julien. Ses yeux ont commencé à briller. « Vous m'avez vendu pour le profit. »« Je suis un capitaliste, Julien, vous le savez. » Arthur a claqué sa main sur un bouton rouge de son bureau. La porte du bureau intérieur s'est ouverte en grand. 6 hommes en tenue tactique ont jailli, armes levées. Ce n'étaient pas des gardes de l'ombre standard. C'étaient des mercenaires humains, lourdement armés de fusils d'assaut. « Tuez le loup », a commandé Arthur. « Gardez la fille. Antoine veut savoir qui a retiré la lance. »« À terre !» a rugi Julien. Il m'a poussé derrière le lourd bureau en chaîne juste au moment où la pièce a éclaté en tir. Des balles ont déchiqueté le canapé en cuir où il se tenait une seconde auparavant. Des copeaux de bois et du rembourrage ont explosé dans l'air. Julien ne s'est pas caché. Il a retourné la lourde table basse sur le côté pour se couvrir, puis il s'est transformé. Cette fois, la transformation a été violente et instantanée. Les vêtements se sont déchirés alors que le loup noir massif a surgi. Il a bondi par-dessus la table renversée, un flou de crocs et de rage. Il a frappé le premier mercenaire, ses mâchoires écrasant le gilet tactique de l'homme et les côtes en dessous. Je me suis accroupi derrière le bureau, me couvrant la tête. Le bruit était assourdissant. J'ai vu Arthur se diriger vers une porte de chambre forte à l'arrière. Il s'échappe. Si Arthur s'échappait, il dirait à Antoine exactement où il se trouvait. Il appellerait des renforts. J'ai regardé autour de moi. Sur le bureau, Arthur avait laissé un lourd coupe-papier en laiton. Il avait la forme d'un poignard. Je n'ai pas réfléchi, j'ai agi. Pendant que Julien déchirait les mercenaires, un tourbillon de violence qui occupait toute leur attention, j'ai rampé sur le côté du bureau. Arthur tapait un code sur le clavier de sa chambre forte. J'ai bondi. Je n'étais pas une combattante, mais j'étais désespéré. J'ai enfoncé le coupe-papier en laiton dans la cuisse d'Arthur. Arthur a crié, sa jambe fléchissant. Il est tombé contre le mur. Petite. Il m'a frappé du revers de la main. Le coup m'a touché la pommette, me faisant tomber sur le sol. Ma vision a nagé. Des étoiles ont dansé dans mes yeux. J'ai levé les yeux pour voir Arthur sortir un revolver à canon court de son étui de cheville. Il l'a pointé droit sur mon visage. Mauvais coup, ma belle. J'ai fermé les yeux. Une ombre noire a éclipsé la lumière. Julien, sous forme de loup, a atterri entre moi et l'arme. Arthur a tiré. Bang! La balle a frappé Julien à l'épaule. Il n'a même pas scellé. Il a bondi, ses mâchoires se refermant sur la main armée d'Arthur.
Il y a eu un craquement horrible, un cri, et l'arme a clatré au sol. Julien a jeté Arthur de côté comme une poupée de chiffon. Le magnat du transport maritime a heurté le mur et a glissé, inconscient ou mort. Le silence est tombé sur le bureau. Les mercenaires étaient éparpillés dans la pièce, brisés et gémissants. Le loup s'est tourné vers moi. Il respirait fort, du sang, pas le sien, dégoûtant de son museau. Ses yeux bleus étaient sauvages, perdus dans la bête. « Julien » ai-je murmuré, reculant. J'étais terrifié. Ce n'était pas l'homme de la cuisine. C'était une machine à tuer. Le loup a fait un pas vers moi. Il a baissé son énorme tête, reniflant mon visage. Il a gémi, un son aigu qui ne correspondait pas à sa taille. Il m'a poussé la joue avec son nez humide, léchant l'endroit où Arthur m'avait frappé. J'ai tendu la main tremblant, et j'ai enfoui mes doigts dans la fourrure épaisse de son cou. « Ça va » ai-je murmuré. « Ça va. Reviens vers moi. » Le loup a frissonné, des os ont craqué et se sont réalignés, la fourrure a reculé. Quelques instants plus tard, Julien était agenouillé devant moi, nu et ensanglanté, ses mains humaines me tenant le visage. « Il vous a frappé » a dit Julien, sa voix un grondement bas de fureur. « J'aurais dû lui arracher la tête. »« Vous avez eu sa main » ai-je dit, grimaçant en touchant ma joue gonflée. « Je pense que c'est suffisant. » Julien a regardé le carnage autour d'eux. Des sirènes hurlaient au loin. La police, ou pire, la sécurité privée d'Arthur. « Nous devons y aller » a dit Julien. « Le bateau est grillé, la ville est grillée. »« Où allons-nous » ai-je demandé, l'aidant à se lever. Il boitait de la jambe qu'Arthur avait blessée, bien que la balle se soit déjà poussée hors du muscle. Julien a regardé la carte sur le mur d'Arthur. Il a tracé une ligne vers l'est. « Nous allons au seul endroit où Antoine ne nous suivra pas » a dit Julien sombrement. « Quoi? Nous allons aux terres mortes, le territoire des renégats. » « Renégats? Mon sang s'est glacé. Vous avez dit que les renégats mangent les gens. »« Ils le font, » a dit Julien, tirant un rideau pour l'enrouler autour de sa taille. « Mais leur chef, elle est mon ex-fiancée, et elle déteste Antoine plus qu'elle ne me déteste. » Il a fait une pause me regardant, espérant. Les terres mortes n'étaient pas une métaphore. C'était une vaste étendue du causse du Larzac, jonchée des squelettes de villes minières ratées et de machines rouillées. Julien a conduit le camion volé jusqu'à ce que la jauge de carburant tombe à zéro, s'arrêtant à l'ombre d'une usine sidérurgique délabrée. « Elle est là » a dit Julien, scrutant les portiques rouillés. « Comment savez-vous » ai-je demandé, sortant dans la chaleur sèche. « Parce que nous sommes encerclés. » Des ombres de l'usine, des dizaines de figures ont émergé. Elles étaient en haillons, balafrées et d'apparence sauvage. Des renégats, des loups sans meurtre, rendus fous par l'isolement ou la violence. Au centre de la formation se tenait une femme. Elle portait des bottes de combat, un pantalon cargo et un débardeur qui révélait une tapisserie de tatouages couvrant ses bras. Ses cheveux étaient rasés sur un côté. « Sophie » a hoché la tête, Julien. « Julien » a-t-elle répondu, sa voix comme du papier de verre. Elle m'a regardé, puis l'a regardé. « Vous avez un goût épouvantable pour les compagnons de voyage. Une humaine et un capteur. » « Elle m'a sauvé la vie » a dit Julien. « Antoine a pris le trône. Il a essayé de m'assassiner avec une lance d'argent. » Sophie a ri, un son sec et aboyeur. « Bien, j'espère que ça a fait mal. Vous m'avez laissé devant l'hôtel, Julien. Pourquoi ne laisserais-je pas mes garçons vous déchirer maintenant? »« Parce qu'Antoine viendra pour vous ensuite, » a dit Julien calmement. « Il veut la domination totale. Les territoires des renégats sont sur sa liste. Aidez-moi à le tuer et je vous accorderai le secteur sud, la légitimité. Plus de cachettes. » Sophie a réfléchi. Elle a tripoté le couteau à sa ceinture. « Le secteur sud est l'amnistie totale pour ma meute. Vous avez ma parole. »« Votre parole ne vaut rien, » a craché Sophie. Elle m'a regardé, mais la sienne pourrait.
Les capteurs ne peuvent pas mentir sans saigner. Demandez-lui s'il est sincère. Sophie s'est approchée de moi, ses yeux tourbillonnant d'une brume grise. Est-il sincère, ma petite? J'ai regardé Julien. J'ai vu le désespoir et l'honneur dans ses yeux. J'ai senti le bourdonnement de la vérité dans l'air, une nouvelle sensation, une partie de mon pouvoir d'éveil. Il est sincère, ai-je dit, ma voix résonnant avec une autorité inattendue. Il a l'intention de tenir le pacte. Sophie a souri. Assez bon. Womp womp. Le bruit des pales d'hélicoptères a déchiré l'air du désert. Des projecteurs nous ont aveuglés d'en haut. 3 hélicoptères noirs ont franchi la crête, descendant rapidement. Il a tracé le camion, j'ai réalisé, l'horreur naissante. Nous l'avons mené droit à vous. Embuscade, a crié Sophie, se transformant en l'air en un énorme loup gris. Le chaos a été instantané. Des cordes sont tombées des hélicoptères et la garde de l'ombre d'Antoine a descendu, ouvrant le feu avec des balles en argent. Les renégats, désespérés et sauvages, les ont rencontrés avec des griffes et des dents. Julien m'a poussé derrière une fonderie rouillée, resté à terre. Non, j'ai attrapé son bras. Julien, vous n'êtes pas complètement guéri. Vous ne pouvez pas le battre seul. Je dois essayer. Julien a rugi, se transformant en sa forme noire de Jace, et a chargé dans la mêlée. Au centre de la clairière, un homme a atterri gracieusement de l'hélicoptère de tête. Antoine. Il ressemblait à une version plus jeune et plus cruelle de Julien. Il tenait une longue épée en argent. Les 2 frères sont entrés en collision. Ce fut un choc de l'étang. Fourrure et sang ont volé alors qu'ils se déchiraient, mais Julien était plus lent que d'habitude, le poison persistant le rendant léthargique. Antoine était frais, rapide et armé. Antoine a esquivé une charge et a lacéré le flanc de Julien. Julien a hurlé, trébuchant. Antoine l'a frappé du pied, envoyant l'énorme loup noir s'écraser sur une pile de ferraille. Antoine a levé l'épée d'argent pour le coup fatal. « Longue vie au roi », a-t-il ricané. Je n'ai pas réfléchi. Le bourdonnement dans mon sang s'est transformé en un rugissement. Je suis sorti de l'abri. « Non », ai-je crié. Ce n'était pas juste un cri, c'était un commandement. Une onde de choc d'énergie pure a éclaté de moi. Elle était invisible, mais elle a frappé le champ de bataille comme une force physique. Chaque loup, renégat et garde de l'ombre, a gémi et s'est mis à plat ventre, forcé par le poids de la domination. C'était le pouvoir de la première lignée, l'ancienne lignée humaine, qui avait forgé le pacte original avec les loups, le pouvoir de commander. Antoine s'est figé, son bras armé tremblant, luttant contre la compulsion de s'agenouiller. « Quoi? Qu'êtes-vous? » Julien, immunisé au commandement grâce à son lien avec moi, a saisi l'instant. Il a bondi, serrant ses mâchoires autour du bras d'épée d'Antoine. Il a écrasé l'os. Antoine a crié, laissant tomber l'arme. Julien n'a pas lâché prise. Il a jeté son frère au sol, plaçant une énorme patte sur la poitrine d'Antoine. Il m'a regardé, attendant. J'ai traversé le champ de bataille, gelé. Je me suis tenu au-dessus d'Antoine, mes yeux brillants d'une faible lumière blanche. « Cédez », ai-je commandé. Antoine, brisé et terrifié par le pouvoir ancien rayonnant de la petite femme humaine, a exposé son cou en soumission. « Je cède », a-t-il râlé. Le silence est tombé sur les terres mortes. La guerre était finie. 3 mois plus tard, la reconstruction du palais de l'Ouest était presque terminée. Je me tenais sur le balcon, surplombant la vaste forêt qui était maintenant ma maison. Je n'étais plus seulement une secouriste animalière. J'étais la reine l'Ancre, la seule humaine de l'histoire à siéger au Conseil des loups. Des bras forts se sont enroulés autour de ma taille par derrière. Julien a posé son menton sur mon épaule, inhalant mon odeur. Il était complètement guéri, plus fort que jamais. Mais son toucher était doux. « Vous regrettez la vie tranquille », a-t-il murmuré. Je me suis appuyé contre lui, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Je ne sais pas. Sauver des ratons laveurs était moins stressant que de gouverner un royaume.
Julien Harry me retournant pour me faire face. Peut-être. Mais vous étiez né pour ça, Mary. Vous avez retiré la lance. Vous avez sauvé le roi. Vous avez mis fin à la guerre. Il m'a embrassé. Un baiser lent, profond, qui promettait une vie entière de problèmes et de passion. Je ne l'ai pas fait, Perron. Je ne l'ai pas fait pour le royaume, ai-je murmuré contre ses lèvres. Je l'ai fait pour le loup. Julien a souri, ses yeux clignotants de ce bleu électrique. Et le loup est à vous pour toujours. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver d'être jeté dans ce chaos, de trouver ma place aux côtés de Julien. Parfois, je me demande si j'ai fait une erreur, si la Marie qui soignait ses animaux dans la solitude n'était pas plus heureuse. Je suppose que c'est un peu des deux, non? La vie, c'est rarement simple. Ce n'est pas une fin heureuse de conte de fées, avec un château et des ils vécurent heureux pour toujours. C'est une aventure constante avec des hauts et des bas, des peurs et des moments de grâce. Mais c'est la mienne. Et ça, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça aurait pu être différent.